Alors je prends le relais, ça va être compliqué, mais je vais m'en sortir, sur l'irréputation. Merci Christophe. En commençant par une citation qui relate bien du sujet par un célèbre personnage de l'économie actuelle, qui est Warren Buffett. Vous allez la voir, la citation « It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to destroy it ». Je pense que vous avez compris avec mon accent. Donc l'acte positif de création, de construction d'une réputation est extrêmement long et nécessite de multiples étapes. Et en revanche, à l'inverse, la destruction de la réputation par la diffusion de messages négatifs, par le média notamment Internet, a un impact très fort sur l'image d'une société et qui est extrêmement rapide. D'où l'importance pour les entreprises notamment de prendre ce sujet, avec toute son importance et de s'attarder sur ce risque. Alors la première chose que fera une entreprise, notamment pour traiter de ce sujet, c'est d'abord, la première chose, c'est la prise de conscience de la direction générale de ce risque-là. Aujourd'hui, 3/4 des entreprises n'ont pas conscience que les réputations aujourd'hui peut nuire peut mettre à mal finalement le fonctionnement d'entreprise. S'ensuit alors de cette prise de conscience une démarche de risk management classique, c'est-à-dire une analyse de risque et une définition de la politique des orientations que pourra prendre l'entreprise vis-à-vis de ces risques-là. Un élément à connaître également est que toutes les entreprises ne sont pas égales au risque d'irréputation. Alors le schéma que vous devriez voir normalement sur l'écran illustre ce principe. Vous avez des marques sur Internet qui sont dites des marques aimées, c'est-à-dire qu'on a principalement du buzz positif sur ces marques. Alors je prends l'exemple d'Apple, on n'a que du buzz positif, on prend Nutella pour les plus gourmands. Voilà, donc c'est essentiellement d'expression positive avec une occurrence, une fréquence assez importante. Vous avez à l'inverse certaines marques qui font l'objet de craintes. Donc l'expression sur Internet est plutôt un buzz négatif, avec une fréquence élevée également. Ça c'est plutôt par exemple, le secteur bancaire, le secteur financier, peut-être justement les assureurs et les mutuelles également. Et puis vous avez la plupart des entreprises, 3/4 des entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont dites sous le radar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles n'ont pas de buzz sur Internet, ni négatif, ni positif. Ce sont en général des entreprises qui travaillent en B2B, donc il n'y a pas de clients finaux qui peuvent justement alimenter ce buzz. Et elles ont tout intérêt, justement, ces entreprises, à travailler le buzz positif elles-mêmes sur Internet. Alors, sur le slide suivant, on assiste en fait, pour bien comprendre le sujet, à une mutation des rôles de différentes parties qui sont tout d'abord les clients et les usagers, qui s'enquièrent de plus en plus de l'outil Internet pour déployer leur avis sur la toile. Vous avez les leaders d'opinion qui étaient auparavant, et qui le sont toujours bien entendu, les journaux, les médias télévisés, la radio, etc., et qui sont dépassés aujourd'hui par d'autres outils Internet qui sont les blogs, les sites web, ça y est, c'est résolu, les blogs et sites web qui diffusent largement l'information. Et puis enfin, vous avez les militants, petite gauche, les militants, les salariés, qui peuvent s'en donner à cœur joie également sur la toile, tant sur la stratégie de l'entreprise que sur la vie à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, donc tout cela favorise les risques numériques pour l'entreprise dans les différents registres qui sont cités sur la droite du slide, dont je vais vous commenter les plus importants maintenant. Alors, le premier risque, c'est le risque stratégique. Le risque stratégique, la stratégie d'entreprise peut être mise à mal par la divulgation d'informations de nature à desservir les intérêts des clients, des actionnaires, des distributeurs. Et pour ce risque-là, l'entreprise pourra mettre en place une veille interne ou sous-traitée d'ailleurs, avec des organismes ou des sociétés qui s'occupent principalement de ce sujet-là, et avec des outils également du type Digimine, que je vous présenterai par la suite. Elle définira également les collaborateurs qui seront à même de s'exprimer au nom de l'entreprise. Ces collaborateurs constitueront l'équipe de communication ou dite community management. Et puis enfin, elle construira une stratégie de communication de façon à définir les paramètres, le cadre d'information à divulguer de façon soit individuelle ou collective. Et ça, c'est la top réputation que je présenterai également après, et la console d'engagement de façon individuelle
également. Alors un élément stratégique, l'élément stratégique est la bonne marche, excusez-moi, je passe au slide suivant. Donc là, ce que je vous montre là, c'est la console d'engagement Digimind dont je vous parlais, qui est le lieu unique pour engager la discussion avec les internautes via les différents comptes sociaux à disposition d'entreprise. Donc par exemple, ici, on perçoit en troisième position la récupération d'un buzz négatif auquel il pourrait être répondu soit de façon individuelle sur Twitter ou de façon collective. Voilà. Le deuxième exemple, c'est la gestion de l'irréputation de flux ou la top réputation. Donc vous avez un exemple ici avec un mot de passe qui est Nestlé ou le mot de passe viande de cheval également dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, c'est la possibilité d'observer son irréputation grâce à des mots-clés et qui permet de suivre l'occurrence du buzz sur une marque, sur un produit, la notion positive ou négative du buzz qu'on y voit sur Internet, le lieu des discussions, par exemple ici, l'essentiel des discussions se passe en France, et puis les mots qui y sont associés, des mots qui peuvent être positifs ou négatifs. Alors le risque, on vient de voir le risque stratégique, le risque juridique maintenant. Le risque juridique, eh bien l'entreprise devra définir quels sont les axes de réponse à des situations de diffamation de l'entreprise, de la part d'un particulier, de la part d'une entreprise, au travers de plusieurs moyens. Par exemple, la non-réponse, lorsque l'impact est mineur, la réponse individuelle, avec peut-être une menace finalement en réponse, voire l'action en justice, avec l'effet négatif de cet acte chronophage, coûteux, et qui peut même nuire à l'image de l'entreprise. L'axe suivant qu'on voit sur la droite, là, est lié au contrôle des systèmes d'information dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Le risque étant le fait que des données de l'entreprise peuvent être dérobées par des salariés, elles peuvent être altérées, modifiées, voire divulguées. Dans ce cas, l'entreprise veillera d'une part à sensibiliser en interne, de façon à interdire cette pratique, ou d'autre part à sécuriser les systèmes d'information de façon à limiter l'accès à ces informations. Ensuite, le risque lié aux ressources humaines. Lorsque une entreprise fait l'objet d'une divulgation d'informations négatives par un collaborateur de ses équipes sur la vie d'entreprise, eh bien, cela peut avoir pour conséquence une attractivité moindre des futurs candidats potentiels de l'entreprise. Là encore, la sensibilisation interne est la solution. Et puis enfin, un risque marketing, le risque le plus commun en fait, qu'on voit aujourd'hui sur Internet, du fait de la dégradation de l'image de marque par un consommateur qui peut être déçu, qui provoque une réaction négative en chaîne sur Internet. Dans ce cas, la solution sera de travailler sur la stratégie de communication collective, voire individuelle, de manière à contrecarrer les avis négatifs par réponse de conseils, d'explications, de solutions qui pourraient être ou pas visibles de façon collective. Donc voilà pour les solutions que peuvent mettre en place les entreprises, les managers, les risques managers des entreprises. Alors Marc, est-ce que tu peux nous parler maintenant des solutions d'assurance qui peuvent pallier à quelques manquements qu'on vient de voir par exemple? Et avec plaisir. Donc on va voir rapidement les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, tant pour le particulier que pour les entreprises. Pour le particulier, on va être essentiellement dans des contrats de protection juridique avec des volets assistance et un petit peu d'assurance, mais le volet assurantiel est mineur. On est essentiellement donc de la protection juridique. Vous avez mis 3 contrats, il n'y en a pas énormément sur le marché aujourd'hui. 3 exemples, Swiss Life, AXA et Finaref, maintenant devenu Sofinco. Ce sont donc des contrats qui vont couvrir l'irréputation de protection juridique, voire l'usurpation d'identité. Vous voyez que les offres ne sont pas équivalentes d'un assureur à l'autre. Ça agit uniquement dans le cadre de la vie privée. Les garanties d'assistance, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un prestataire spécialisé qui va intervenir pour d'abord identifier la source de la mauvaise réputation, du mauvais bruit, qui va d'abord l'identifier, essayer de le supprimer, et si ce n'est pas possible de le supprimer, va essayer de noyer l'information. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées, il y en a quelques-unes sur les 2 produits, c'est le mec qui s'appelle, le prestataire qui s'appelle Reputation Squad. Et puis le volet assurantiel qui n'existe quasiment pas. Les modes de distribution de ces produits, alors il y a 3 exemples.
Le premier, Swiss Life, c'est un contrat optionnel d'irréputation, dont on peut se demander s'il est énormément distribué par le réseau Swiss Life. Nous n'avons pas eu l'information, je ne sais pas si quelqu'un a des infos dans la salle, ce serait très intéressant. Le deuxième modèle, ça va être le modèle d'AXA, c'est une inclusion dans le contrat de protection de la famille d'AXA de type GAV, qui comprend également de l'assistance et de la protection juridique. Donc c'est un des volets de ce contrat. Et puis le troisième modèle, c'est une option dans un contrat de protection juridique qui est distribué en marketing direct. Donc trois modèles qui sont un peu différents. Alors, quel est le bon? C'est difficile de répondre. Entre un contrat dédié, optionnel, qui n'est peut-être pas très vendu, est-ce que le coût est trop élevé pour des garanties complètes? Il peut y avoir des risques d'antisélection. On peut parler à travers les garanties d'entreprise tout à l'heure. Est-ce que c'est de l'inclusion dans les contrats de protection juridique avec un risque éventuel de dilution des garanties ou d'insuffisance de garanties? Est-ce que la solution ne résiderait pas dans de l'assurance affinitaire liée par exemple à des produits nomades? Ça peut être une opportunité réelle de marché pour ces acteurs. Voilà, donc très rapidement pour le marché des particuliers. Pour l'entreprise, on va se situer plus dans des contrats de gestion de crise avec peut-être deux volets, Care and Cure, pour d'abord un premier volet qui va consister à prévenir le risque à travers un audit, d'analyse du bruit sur le net de la marque. Il y a des prestataires spécialisés dans ce type d'analyse. Et puis, en cas de survenance d'une crise, il va y avoir mission généralement du même prestataire qui va intervenir pour soigner et pour identifier les sources d'irréputation et puis détruire ou noyer ces réputations. Ça peut être combiné effectivement à ce moment-là avec les garanties d'assurance, perte d'exploitation, avec toutes les garanties d'assurance qu'on peut trouver, mais c'est une combinaison de deux types de garanties, vraiment assistance et assurance.